Bienvenue à tous, bienvenue chez Pearl Games, je suis votre serviteur Sébastien et aujourd'hui on va parler de traduction. Bon, je vais pas vous faire un truc hyper complet sur la traduction, mais quand même depuis les années 2000 à maintenant on peut dire qu'il y a eu quelques changements. Il faut dire que avant 2000-2005, les traductions n'existaient quasiment pas. Les gros jeux allemands étaient traduits par des fans qui mettaient des... Il y a même des boutiques qui traduisaient, qui mettaient la règle française dans la boîte. Il y avait des règles françaises qui circulaient un peu partout. Je me souviens avoir acheté Saint-Pétersbourg d'Hans im Glück. Et là, il n'y avait pas de règle française. Il n'existait pas en français, donc on mettait la règle. Pourtant, c'est un fameux jeu maintenant qui est reconnu comme tel. Il a une deuxième vie. Mais la traduction, il fallait la trouver. Voilà, il fallait la trouver. Maintenant, c'est tout à fait différent. On va dire que les localisateurs se battent presque pour avoir les jeux. Alors ça veut dire quoi, localisateur? C'est un éditeur, un distributeur qui traduit le jeu et qui le distribue sur son territoire. Alors évidemment, c'est un boulot qui est totalement indispensable sur certains jeux, sur certains grands jeux. C'est vraiment chouette de l'avoir avec la version originale. Même si c'est dur, bien souvent, il y a un délai entre la version originale et la version française. Mais on essaie de tout regrouper. On essaie d'avoir une sortie unique dans le monde pour toutes les langues. Mais voilà, le métier de localisateur, c'est traduire le jeu, le mettre sur le marché, faire de la publicité. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est pas un métier aussi simple que ça. Mais c'est pas non plus un métier de développeur. Il y a des éditeurs développeurs qui passent énormément de temps sur un jeu. Donc parfois on râle un peu quand on parle du localisateur comme s'il était éditeur. Ok, il a fait un travail de scouting, il a été trouver le jeu bientôt, c'est un super travail, mais voilà. Et il y a des idiots comme moi qui mettent que leur logo sur la boîte. Nous on a localisé la Granja, je sais même plus dire si c'était il y a 4 ans. Je regrette d'avoir mis mon logo étant donné que voilà, j'ai juste localisé le jeu. Bon, j'aurais dû mettre le logo original. Alors évidemment, mettre Pearl Games pour la France, ça a du sens parce qu'on est connu peut-être plus que Spielworxx qui a fait ce jeu en allemand. Et donc voilà, c'est ma seule localisation, c'est mon seul projet de localisation. Tellement il y a des gens qui le font, et le font mieux que moi. Ils ont l'équipe pour traduire, ils ont l'équipe pour faire la com, voilà. Donc moi j'ai fait que ce projet-là. Alors c'est un jeu qui a eu quand même un gros succès d'estime. Il n'est pas dans le top 100, peut-être même dans le top 100 de Board Game Geek qui est une référence. Eh bien, à ma grande surprise, il ne s'est pas très bien vendu en France. On a fait un premier tirage de 1000 qui est parti relativement bien. Et le deuxième tirage de 1000, ben voilà, il est pas parti. On a dû casser les prix, on a dû faire des accords avec les boutiques. On les a vendus, mais c'était compliqué. Donc, j'aimerais discuter un jour avec des localisateurs qui font vraiment des super jeux qui doivent exister en français pour voir un peu quel chiffre de vente ils arrivent à faire. Parce que pour moi, c'est trop de travail malgré tout par rapport aux bénéfices. En tout cas, si je me base sur mon expérience de la grande. C'est un gros jeu, on est hyper heureux de l'avoir fait. Toutes les cartes sont en... Il y a du texte sur toutes les cartes, c'est pour ça aussi que j'étais motivé à le faire en français. Voilà, chouette expérience, mais pour moi, la seule. Alors, après cela... Ah oui, je voulais vous parler des jeux que j'aime bien, comme on fait chaque semaine. Ça, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Ce sont les pièces de Twilight Struggle. On s'entend bien avec Board Game Geek, donc ils nous les ont envoyées. Ils ont envoyé des pièces un peu en plastique, un peu épais. Parce que dans le jeu de base, c'était à la Wargame, c'était des petites pièces en carton. Et Twilight Struggle, c'est le maître des jeux de cartes Raven. Donc il y a des cartes qui décident ce que vous allez jouer, il y a des événements qui sont sur les cartes. À la limite, c'est quand même très chanceux, enfin il y a beaucoup de chance, mais il y a une grosse histoire, il y a des choix quand même. J'aurais pu vous ramener la boîte, c'était plus cool, mais soit j'ai ramené que le paquet. Twilight Struggle, c'est pas qu'on n'est pas fan, c'est qu'on n'y a pas assez joué. On a des enfants maintenant, oh là là, le temps que ça prend.
On y jouera bientôt, mais du coup, on adore, on y a déjà joué, on l'adore. Hein. Et du coup, je vais vous montrer les jeux qui sont du même type et qu'on adore vraiment, qu'on joue énormément. Il y a Kennedy. Kennedy, en parlant de localisation, il avait été par Philosophia et c'est génial parce que tellement de textes partout qu'on était bien content que Philosophia le fasse en français. Kennedy contre Nixon, on adore, voilà. On adore, moi j'adore l'époque, j'adore tout dans ce jeu. La durée, tout est chouette, on y joue pas assez souvent. Hein, il y a une élection, on se dit ouais, on va y jouer. Souvent, pendant nos vacances d'hiver, on y joue, mais voilà, c'est un formidable jeu. Kennedy contre Nixon. Dans cette catégorie-là, je dirais que mon préféré, notre préféré, ça reste 13 jours. La gestion des missiles, de la crise des missiles de Cuba, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Encore une fois, si on lit les petits textes en dessous des cartes, on est dans un thème. On perd si on déclenche la guerre nucléaire, on a vraiment des choix d'événements, donc c'est aussi un card driven, on joue sa carte. La carte, la vraie carte, hein, le plateau, lui il est tout petit, mais ça reste un très grand jeu. C'est sans doute notre préféré, même si on a ramené Watergate de la Gen Con, mais il a été traduit depuis. Ça se passe sur Watergate. C'est marrant parce que ce sont toujours des thèmes très américains sur les époques 60-70. Et le dernier que je vous montre aussi, parce que là aussi on l'a adoré. Dual Power. Je ne sais pas si on le voit bien, oui. Lui c'est plutôt un mini wargame, on va dire. Un très mini, hein. C'est une demi-heure. C'est hyper efficace si vous aimez les jeux de contrôle de territoire, si vous aimez, je sais pas, je vais essayer de vous dire des noms, moi j'y arriverai pas, c'est pas grave, c'est vraiment un bon jeu, voilà. Un type de jeu, card driven, oui il y a celui-ci aussi, hein. Si vous connaissez pas encore, je vous conseille de vous lancer dans 13 jours, ça fait un peu bazar tout ça. C'est uniquement pour 2 joueurs, voilà, maintenant on va parler de mon t-shirt, on le voit même plus, je vais enlever les boîtes. Alors c'est assez particulier, parce que ce t-shirt est peut-être unique, il faudra que je demande à Alexis qui me l'a fait, qui me l'a envoyé. C'est Virgile Doré, Alexis, tout ça, il a plein de noms. Il est génial, il touche à tout, il fait de la musique, et il adore, il fait des jeux, il adore la musique, il sait que j'adore la musique, et il m'a envoyé un t-shirt de Slint. Et Slint est considéré comme l'un des tout premiers groupes de post-rock. Alors vous savez que dans le rock, il y a des post un peu partout. Alors le post-rock, c'est quoi? C'est une musique très instrumentale avec évidemment guitare, basse, instruments de base, avec des atmosphères, des montées, des descentes, un peu tout ce que vous voulez pour rendre des émotions. Il triche un peu dans Slint parce qu'il chante un peu. Les groupes post-rock maintenant ne chantent même plus. Le plus grand groupe post-rock, ça reste Godspeed You Black Emperor, qu'on va revoir, je pense, bientôt. Vous avez déjà vu quelques fois, c'est des expériences formidables. Et donc, ce ne sont pas les inventeurs du post-rock. Le premier album post-rock, pour moi, c'est Talk Talk. Alors, ils ont sorti 2 albums incroyablement non commerciaux. Alors qu'au début, je ne sais pas si vous connaissez Talk Talk, c'est It's My Life, c'est hyper pop. Et c'est fabuleux à quel point ils sont tournés vers le post-rock. Dans les années 86-87, Slint c'est 91 pour cet album. Bon, on va pas chicaner, hein, mais c'est tout ce mouvement de musique atmosphérique qui amène aussi des grands moments de rock et des grands moments puissants, on va dire. Voilà, moi j'ai les pièces de Twilight Struggle en plastique. À la semaine prochaine, enfin c'est peut-être dans 2 semaines. Moi la régularité c'est pas toujours mon fort. À bientôt.